Cours du Tour de Lombardie, donc départ de Bergame, arrivé à Côme. Mais si tu veux un peu rafraîchir la mémoire de nos auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi toutes les émissions, et tu pourrais peut-être du coup nous présenter un peu ce Tour de Lombardie version 2022. Ouais, tout à fait, d'autant qu'on en avait parlé il y a une semaine ou deux en se concentrant plutôt sur le final qui est moins difficile que les années précédentes. Mais en fait, quand on prend le parcours dans sa globalité, ça sera pas si facile, bien sûr. D'abord parce que c'est l'édition la plus longue depuis pas mal d'années. On va dépasser les 250 km. Et puis parce que, en termes de dénivelé, on va dépasser aussi les éditions précédentes. Notamment dans les deux trois premières heures de course où il n'y aura pas un mètre de plat jusqu'au kilomètre 120, on va dire. Donc voilà, les organismes arriveront assez usés dans un final qui, certes, ne dispose pas de longues bosses par rapport à ce qui a pu se faire les années précédentes. On n'aura notamment pas le mur de Sormano qui a des pourcentages assez terribles à plus de 15% dans sa partie finale. Mais on a des petites bosses assez raides, notamment Civiglio, c'est 4 km à 10% et à partir de là, on sera vraiment très proche du final. Euh, et donc le dénivelé engrangé avant d'arriver dans ces derniers kilomètres pourrait nous réserver un final un peu débridé. Ouais, alors tiens, merci Fricadel, ce qui nous donne justement le dénivelé positif, ça serait 4800 mètres, donc effectivement c'est assez énorme pour une course d'un jour. Greg, quand tu regardes un peu le profil, là, notamment la dernière partie, quels sont pour toi les endroits clés, ceux où la course peut vraiment se jouer? Course, je pense que ça commencera véritablement à se jouer après au début de la nouvelle phase d'ascension, on va dire, vers Madonna del Gisalo. Mais la course se jouera certainement dans les trois dernières ascensions, peut-être même dans l'ascension qui est à 10% de moyenne, Civiglio, mais clairement, tout ce dénivelé positif qui va être dans les chambres des coureurs, je pense que ça devrait faire mal et il y aura pas mal de coureurs qui vont complètement exploser et je pense qu'il y aura quand même pas énormément de clients pour se jouer la gagne. On aura peut-être des outsiders théoriques qui vont disparaître un peu de la circulation et on se retrouvera avec pas forcément un gros paquet de coureurs pour se jouer la gagne. Il faudra voir, mais en tout cas, oui, pour la lutte finale, je pense que ce sera sur les trois dernières ascensions et devrait se limiter à ça, mais ce sera déjà pas mal vu tout ce qui aura été monté auparavant. Cyprien, est-ce que tu rejoins l'avis de Greg ou est-ce que tu penses que par exemple Pogacar et Vingegaard peuvent s'isoler déjà dès la Madonna del Ghisalo? Euh, on aurait été en début de saison, j'aurais dit pourquoi pas. On se souvient que Pogacar a déjà fait des numéros sur les Strade Bianche, etc. Il n'a pas peur de partir de loin. Là, il aura quand même de la concurrence, il a une saison dans les pattes. Je le vois pas. Et puis là, le Madonna del Ghisalo, c'est pas non plus super dur. Donc je le vois pas attaquer de sitôt. Je pense que ouais, on va attendre le final. À noter que la troisième bosse en partant de la fin, c'est la même que la dernière. On va la prendre deux fois et on passera une première fois sur la ligne d'arrivée au pied de cette bosse de Civiglio. Donc c'est peut-être là, juste avant de passer sur la ligne ou juste après, que ça va vraiment s'enflammer. Ouais, parce que c'est vrai que Greg, quand on regarde le parcours, Cyprien l'a dit, la Madonna del Ghisalo, elle n'est pas si dure que ça. Mais aussi et surtout, il y a un long faux plat qui mène vers le circuit final, justement. Ouais, c'est ça. Et puis, justement, si certains coureurs venaient attaquer dans la Madonna del Ghisalo, il faudrait résister au retour des groupes de l'arrière qui pourraient s'organiser pour revenir. Et ça reste un coup à s'épuiser un peu pour rien. Et si ça part pas vraiment à beaucoup de coureurs dans cette phase-là, il y a de fortes chances de s'épuiser dans le vide et de se faire reprendre plus tard. Donc peut-être qu'éventuellement ça incitera les coureurs à s'attaquer plus tard justement dans les trois dernières ascensions. Ouais, tiens, je lis un peu les commentaires. Je vois que Stéréo vous rejoint, les gars. Pour lui, le juge de paix, ça sera aussi le Civiglio. Fricadel me dit, je pense que la première partie jouera beaucoup sur le déroulé du final. Tout le monde est un peu divisé sur l'analyse du parcours de ce que j'ai entendu.
Stradri, Puis, ouais, vas-y Greg, pardon. non, mais juste pour avoir aussi les conditions météo. Là, je me suis pas du tout renseigné, donc il faudra voir ce que ça donnera de ce côté-là. Ouais, je vais aller vérifier ça. Aucun intérêt de partir dans Ghisalo, nous dit Stradri. Mas c'est très fort, oui, Henrik Mas, c'est vrai qu'il est très fort depuis quelques semaines, Cyprien, et ça pourrait être la belle surprise du chef. Ouais, et puis son équipe a l'air en forme aussi avec la victoire hier de Cortina. Euh, on se rattrape après une saison pas terrible et même si les points ici sont plus un enjeu pour Movistar, il y a eu un changement qui s'est effectué il y a quelques semaines où je pense qu'on a dû mettre un peu de pression au groupe et remobiliser un peu tout le monde et ouais, on sent qu'ils finissent bien l'année. Mas est assez costaud, il sera peut-être parmi les 4-5 favoris pour la victoire. Ouais, alors je regarde justement la météo, tiens, pour demain, on annonce un petit peu de vent, mais pas de flotte. 21 degrés l'après-midi aux alentours de Côme, donc une température idéale, je pense, pour faire du vélo, les gars. Et je regarde en même temps les infos l'itinéraire horaire, et oui, les infos de la diffusion aussi, avant que j'oublie. Retransmission, si je ne me trompe pas, les gars, sur Eurosport quasi en intégralité, départ à 10h, et arrivée, horaire moyen 17h01. Ouais, donc on part sur. Je disais que c'était l'édition la plus longue depuis quelques années. J'ai regardé, c'était toujours moins de 6 heures ces dernières années. Là, on prévoit plutôt un parcours de 7 heures avec quelques kilomètres en plus et un peu plus de dénivelé. Pour une dernière course de la saison, ça peut exploser assez vite pour certains. Ouais, puis Greg, avant de partir sur les favoris, déjà un événement attendu par pas mal de supporters, que ce soit de l'espagnol ou de l'italien. Dernière course de la carrière de Valverde et de Nibali. Je sais pas ce Oui, que ça vous effectivement, inspire, les gars. Valverde et Nibali, ça reste deux monstres sacrés du cyclisme actuel, on va dire, ou de la dernière grande décennie, on va dire. Et oui, ça reste, quoi qu'on puisse en penser, ce sont deux très grands coureurs au palmarès ultra fourni, comme on n'en retrouve pas énormément actuellement dans le cyclisme. Donc forcément, ce sera un événement particulièrement marquant et je pense qu'il y aura pas mal de suiveurs qui seront particulièrement émus à l'issue de cette course et de leur retrait. Alors maintenant chez Movistar, je me demande comment ça va se passer. On a vu parfois Mas essayer de rouler pour Valverde alors que il est possible qu'il soit nettement supérieur. J'espère qu'on n'essaiera pas de donner le meilleur résultat possible à Valverde si jamais Mas est trois jambes au-dessus, quoi. Donc, faudra voir comment ça se déroulera, mais clairement, je pense que à la fois Valverde et Nibali ont quand même fait le maximum pour préparer leur affaire et tenter de faire un bon résultat pour clôturer leur carrière. Tiens, je vous en ai pas parlé avant l'émission, les gars, et c'est vrai que j'aurais pu y penser, mais là, j'y viens tout d'un coup. Cyprien, si tu devais retenir un souvenir sur le plan sportif de Valverde et de Nibali, lequel serait-il pour ces deux-là? Euh, pour Nibali, ce serait le Tour d'Italie renversé. Ça devait être 2016, quand il gagne à Rizou, le jour où Kruijswijk s'explose dans le mur de neige, là. Giro, ça devait être 2016, ouais, c'est ça. C'est vraiment cette image qui me reste. Et puis bon, son Tour de France en même, qui partait du Yorkshire où il prend le maillot jaune très tôt et il ne le quitte plus. Valverde, bon, je pense que c'est son titre de champion du monde en Autriche, où il était déjà considéré comme un ancien, alors que c'était il y a quand même 4-5 ans. Mais ouais, il va chercher son maillot arc-en-ciel devant Romain Bardet. Ouais, et toi, Greg, du coup, ton souvenir, puis dites-nous aussi sur le live, hein, ce que vous pensez, enfin, pas ce que vous pensez, mais ce que vous avez retenu de la carrière de ces deux coureurs. Nibali, c'est très grand compétiteur capable d'aller gagner les trois grands tours, même si il n'a jamais spécialement été considéré comme le meilleur grimpeur, comme le meilleur rouleur, mais toujours là. Et Valverde, extrême longévité et grand gagneur et qui était là, donc qui était déjà là
Kelme, qui était déjà là à ferrailler contre Lance Armstrong, qui est toujours là à ferrailler contre les petits jeunes dont il pourrait quasiment être le père. Et c'est vrai que ça inspire quand même, malgré tout ce qu'on pourrait éventuellement penser, ça inspire quand même le respect d'être capable d'autant de sacrifices encore à cet âge-là pour rester en haut de l'affiche. Alors, je regarde un peu vos commentaires, forcément, on parle du Giro, c'est vrai que ça avait été assez impressionnant cette dernière semaine du Giro 2016. Le Tour 2014 aussi, moi j'avoue que ça m'a beaucoup marqué aussi la manière dont il a dominé ce Tour de France, Nibali. Fricadel nous dit Valverde, à chaque fois je l'ai vu ratonner dans une course. Oui, je pense que si tu avais une pièce à chaque fois que tu as vu Valverde ratonner dans une course, tu serais riche à l'heure actuelle. Mais oui, Valverde, un niveau assez incroyable malgré son âge. Nibali a toujours su optimiser sur les GT, l'homme de la 3e semaine, ça c'est clair également. Donc voilà un peu pour ce que vous pensez de Nibali et de Valverde, les gars. Venons maintenant à la liste des partants. On va faire un peu comme d'habitude, équipe par équipe, dresser un peu la liste des candidats à la victoire ou à une belle place tout simplement à l'arrivée à Côme. Donc on va commencer, Cyprien, si tu veux bien, par UAE Team Emirates, la formation du vainqueur sortant, Tadej Pogacar. Ouais, et puis la formation un peu épouvantail avec vraiment un groupe très costaud. On a du Formolo, Almeida, Hirschi, Maika, Ulissi et Yann Polanc. Donc ça va être un peu l'équipe qui fait peur. Attention, quand on a une équipe comme ça, on est obligé de prendre ses responsabilités. Et si un outsider venait à attaquer de loin dans la Madonna del Ghisalo, comme on a dit tout à l'heure, il faudra que Pogacar soit encore bien entouré pour garder toutes ses chances. Greg, chez AG2R, il n'y a pas forcément de coureur capable de briller, donc j'imagine qu'on va essayer de signer une belle petite place d'honneur pour terminer l'année sur une bonne note. Ouais, effectivement, pas de gros leader dans l'équipe. Je pense qu'on va essayer déjà de placer l'un ou l'autre coureur dans l'échappée, et puis pourquoi pas essayer d'anticiper un petit peu, justement d'être parmi les coureurs qui attaquent dans les premiers de la partie finale, on va dire, pour essayer, pourquoi pas, d'accrocher le bon groupe, et puis peut-être garder l'un ou l'autre client pour essayer de suivre et accrocher un résultat. En tout cas, l'équipe n'aura pas spécialement de pression, je pense, sur cette course. Tiens, Cyprien, je vois Jevine dans la liste des partants ou des engagés, tout du moins. Est-ce qu'il a la caisse pour toi, Jevine, de réaliser une belle perf sur le Tour de Lombardie? Il peut être assez impressionnant sur une journée, mais est-ce que pour toi, il peut tenir sur 250 bornes comme ça, sur un monument? Je veux pas dire un non à 100% parce qu'il nous a parfois surpris. Je croyais pas en lui sur le Giro, sur la Vuelta, pardon. Il a fait une belle Vuelta. Mais c'est vrai que on l'a jamais vu gagner des courses très longues et j'y crois moyen. Chez Alpecin, on a mis nos meilleurs grimpeurs, mais forcément, on l'a déjà dit, c'est pas une équipe de grimpeurs, donc ils vont avoir du mal à peser sur la course. Peut-être que Oldani est la meilleure carte, même si c'est pas un pur grimpeur sur des efforts assez courts. À voir s'il aura l'endurance nécessaire. Ouais, puis Fricadel nous dit, c'est vrai qu'il s'est peut-être un peu cramé sur la Vuelta, c'est bien possible. On va passer maintenant, Greg, je crois que c'est à ton tour à Astana, donc concrètement, et puis on en parlera aussi pour Valverde, pour répondre à la question de Jean, qu'est-ce qu'on peut attendre de Nibali sur ce Tour de Lombardie? Nibali s'est pas trop mal préparé sur les dernières courses. Il a l'air d'avoir le bon coup de pédale. Maintenant, de là à faire partie vraiment des favoris, ça va être encore autre chose. Mais il a moyen, je pense, de réaliser peut-être un résultat honorable. Mais je pense que peut-être que la manière lui plairait plus. Peut-être qu'un baroud d'honneur le satisferait. Faudra voir vraiment, mais il semble pas avoir le niveau peut-être pour vraiment prétendre à être dans les favoris, mais pourquoi pas essayer un bon coup tactique et partir à un moment où on s'y attend pas forcément et essayer de résister, ou alors partir avec un autre groupe de costauds, mais à voir. Sinon, là comme ça, peut-être oui, un client pour un top 10, pour mieux, je ne sais pas. Et puis on a toujours la carte éventuellement Miguel Angel Lopez chez Astana pour assurer le coup, on va dire. Et on a quelques gars costauds
comme Velasco, Battistella ou même la nouvelle recrue Scaroni qui est assez correcte ces temps-ci. Bien, Cyprien, quand on regarde sur le papier l'équipe alignée par Bahrain Victorious, c'est archi impressionnant. Mais vu que les mecs sont un peu tous sur courant alternatif depuis quelques mois, j'ai du mal à voir ce qu'on peut espérer au départ du Lombardie. Oui, on n'a pas en tout cas un favori. On a pas mal de potentiels leaders, mais qui, comme tu l'as dit, fonctionnent un peu en dents de scie. Caruso, on ne l'a pas vu marcher depuis le Tour de France où il a visé des victoires d'étape. Landa, il a fait une Vuelta très moyenne et sinon, pour le voir un petit peu à un niveau correct, ça remonte au Giro. Madère a fait une Vuelta à peu près correcte, mais en prenant beaucoup d'échappées en dernière semaine, mais on l'a pas trop vu depuis. Donc le mec le plus en forme chez Bahreïn, ça peut être Mohoric, mais ça risque d'être trop dur pour lui. Même en grande forme, on verra s'il a la caisse pour s'avaler 4800 mètres de dénivelé avec les meilleurs. J'ai peur qu'on soit déçu du côté de Bahreïn. Ouais, moi aussi, on va passer rapidement sur Bardiani, parce que de toute façon, à part Zana, il n'y a pas grand monde qui peut espérer une place d'honneur. On va aller sur la Bora, Greg, si tu le veux bien. Là, il y a quand même une belle équipe et deux grosses cartes à jouer avec Higuita et Vlasov. Ouais, effectivement, Higuita qui était en forme cette semaine d'ailleurs et qui paraît être un bon client. Il faudra voir s'il tient la distance sur les plus de 250 km. Ça reste toujours une interrogation. Et puis Vlasov qui a réalisé quand même une très belle saison et qui a été omniprésent toute l'année quand il l'a pu. Et même à côté de ça, on a des coureurs solides pour les épauler avec des Kelderman, Gross Schartner ou Patrick Conrad. Ça reste du costaud, donc ça peut être une équipe assez dangereuse pour UAE notamment. Donc à voir si tous ces coureurs sont vraiment en forme, mais en tout cas, il y a de quoi bien peser sur la course. Ouais, parce que c'est vrai que Fricadel nous pose la question, dans quelle forme est Vlasov, et c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment répondre à cette question. Il y aura peut-être une surprise demain, parce que 250 bornes, c'est pas anodin. Surtout que Cyprien vous l'a dit, on est quand même en fin de saison, donc chaque effort forcément se paye un petit peu plus. Passons à Cofidis, si vous voulez bien. Je zappe Cararural, mais sans leur faire offense, c'est un peu comme Bardiani, on n'a pas de coureur capable de jouer les premiers rôles. Donc pour la formation française, Cyprien, j'ai envie de dire que c'est un peu comme à G2R, on a peut-être un ou deux mecs capables de jouer un fond de top 10, mais pas mieux, quoi. Et on peut penser que Guillaume Martin, vu ce qu'il nous a montré sur les dernières courses, sera présent avec les meilleurs, peut-être dans un second groupe qui jouera un accessite. Voilà, il a fait pas mal de courses d'un jour, y compris des classiques canadiennes, et puis la Bretagne classique. Puis il a des bornes au compteur, il s'est préparé. On le voit malheureusement pas faire mieux un top 10, ce serait pas mal. Ouais, surtout Un petit élément à signaler quand même sur Cararual, ce sera la dernière course aussi de Mikel Nieve qui va prendre sa retraite. Il a été une belle déception cette année, Mikel Nieve. Je crois qu'il a pris un beau chèque pour venir chez Cararual et leur expliquer qu'il ferait la Vuelta avec lui. Bilan, il n'a pas fait grand-chose et Cararual n'était pas à la Vuelta, donc j'imagine qu'on l'a aussi un petit peu mauvaise du côté de l'équipe espagnole. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et pour Guillaume Martin, oui, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Cyprien, en plus, il est handicapé par son absence un peu de pointe de vitesse, le français, donc c'est toujours compliqué de signer une belle place, enfin plus compliqué en tout cas de signer une belle place. Chez Dronhopper, Greg, pas grand chose à dire, hein. Peut-être que Tesfation, pareil, dans la même idée que les ANA, etc., pourra chercher un top 10 ou un top 15, mais pas mieux. Donc on va aller sur IF. IF, est-ce que je me trompe, Greg, si je te dis que c'est Piccolo la meilleure carte? Ça peut éventuellement être la meilleure carte. C'est vrai que c'est un collectif qui paraît quand même relativement homogène. Après, effectivement, Piccolo était assez présent ces dernières semaines et je pense qu'il va essayer d'être de jouer les premiers rôles sur la course. Je suis pas certain que le profil ne soit pas trop difficile pour lui. On verra bien. Mais clairement, le groupe a l'air assez homogène avec un Rigoberto Urán qui est relativement en forme depuis la fin de la Vuelta. Bon, on a Paules qui est omniprésent toute la saison, mais après, peut-être plus en second rideau ces dernières semaines. Donc, il sera certainement présent, mais peut-être pas pour les premiers rôles.
Et y compris Marc Padoun, qui est sur courant particulièrement alternatif, mais qui arrive de temps à autre à sortir une perf honorable. Donc à voir si demain ne sera pas le jour où il sortira sa grosse perf. On peut toujours y attendre. Et on a même un Alberto Bettiol pour dynamiter la course éventuellement. Il y a pas mal de clients, mais effectivement, Piccolo, je pense qu'il sera pas mal du tout. Peut-être Uran pour assurer un résultat à coup sûr, on va dire, dans le top 10 à peu près. Mais ouais, c'est une équipe assez intéressante avec plusieurs cartes à jouer éventuellement. Ouais, c'est vrai que Padoun, Cyprien, c'est même plus du courant alternatif. Je suis pas physicien, je sais pas quel terme on pourrait employer, mais c'est vraiment le mec qui est en forme une fois par an. C'était qui le coureur? C'était Van Endert, donc qui était en forme juste une semaine ou 3 jours dans l'année pour les Il classiques était en forme wallonnes. sur la Flèche Wallonne et en gros, c'était tout. Ouais, c'est compliqué, donc on va passer à la Groupama, Cyprien, si tu le veux bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer sans Pinot et sans Godu du côté de l'équipe de Marc Madiot? Ouais, on l'a dit ces derniers jours, Godu n'étant pas à 100%, il a préféré stopper sa saison. Donc on va se rabattre je pense, sur 2 cartes. Ça va être Michael Storer qui fait 10e au Tour d'Émilie. Pareil, qui est un petit peu irrégulier, donc on va voir ce qu'on peut espérer de sa part. Et puis Rudy Mollard qui fait 8e au Tour d'Émilie, qui est présent, qui fait une bonne fin de saison. Lui qui a été arrêté un petit moment en début de saison, donc il a un petit peu de fraîcheur. Après, ça va être compliqué quand même hein, pour lui d'aller chercher une place. On essaiera sans doute de mettre quelqu'un à l'avant. Est-ce que c'est trop dur, Cyprien, pour Quentin Paché? Ouais, je pense. Paché peut être un atout pour l'équipe. S'il avait eu un vrai leader, je pense qu'il aurait vraiment été précieux. On l'a vu au mondial, c'est lui qui fait partir le coup avec Evenepoel, donc il fait partie des meilleurs dans les efforts assez courts et explosifs. Mais là, ouais, ça va être difficile pour lui. Il a assez peu couru depuis la Vuelta et bon, je le vois pas jouer sa carte perso. Greg, on va aller sur Ineos Grenadier. Alors c'est pareil, il y a pas mal de cartes à jouer, mais sachant que Martinez n'a pas l'air dans la même forme qu'en début d'année, et que Yates non plus, j'ai du mal à voir un des coureurs de l'équipe britannique s'imposer, alors que pourtant le collectif est assez impressionnant. Ouais, c'est ça, collectif impressionnant avec, sur le papier en tout cas, avec pas mal de clients, que ce soit Dan Martinez, même Ben Tollett, c'est pas mal du tout. On a un vainqueur de Grand Tour avec Tao. Pavel Sivakov, Lorenz de Plus qui a du mal à être en forme lui en revanche, et Carlos Rodriguez qui sort d'une belle Vuelta mais qui a terminé la Vuelta particulièrement diminuée après une chute. Et Adam Yates, ouais, c'est pas mal de bons clients, mais on ne sait pas lequel va être véritablement en forme et lequel sera le leader d'entre eux. Du coup, on a Sivakov qui sort d'un forfait en fait aux Trois Vallées Varesines et qui a été assez inexistant au Grand Piémontais hier. Donc on ne sait pas du tout dans quel état de forme il est pour le coup. Carlos Rodriguez c'est pareil. Adam Yates c'était pas trop mal en faisant un top 10 en fait sur les Tres Vallées Varesines et il était pas mauvais du tout sur les classiques canadiennes, mais après ça remonte à déjà un mois. Donc je pense que c'est peut-être la carte la plus à même de faire un bon résultat, mais c'est vrai que c'est pas du tout l'assurance tout risque. Cyprien, chez Intermarché, on va compter sur Pozzovivo. Impressionnant, Pozzovivo, hein, personne n'en voulait au mois de décembre dernier et il réalise encore une fois une très très belle saison. Ouais, j'étais en train de regarder, il a fait son premier Lombardie en 2005, donc autant dire qu'il connaît bien la course. Il a fait une bonne saison, une Vuelta qu'il a abandonné un peu plus tôt que prévu, mais du coup il fait une grosse fin de saison. Il vient de faire 3 top 10 en 3 courses. Évidemment sur des parcours et avec une adversité un peu moindre que ce qu'il aura sur le Lombardie, mais il sera là, je pense, résistant comme il est pour aller chercher un top 10. Et il a une bonne petite équipe autour de lui qui peut se permettre d'anticiper. Pas de là à aller espérer quelque chose, mais avec des Rota, des Goossens, des Hermans, on peut envoyer des gars devant et peser sur la course.
Greg, est-ce qu'on va être motivé chez Israël pour aller chercher un résultat? Parce que sur le papier, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que depuis qu'on a compris qu'il n'y avait plus de maintien, c'est un peu triste chez Israël Premier Tech. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu triste et ouais. En plus, il y a certains coureurs qui ont pas forcément l'air d'être en jambes ces derniers temps. Je pense à Michael Woods, ses dernières sorties, c'est DNS, abandon, abandon. C'est pas forcément réjouissant juste avant la Lombardie. Fuglsang, c'est pas mieux. Donc c'est compliqué de savoir si ces coureurs-là seront en forme. Teuns avait l'air quand même pas mal limité sur les courses qu'il a pu faire en Italie en préparation du Lombardie. Donc on verra bien, mais en tout cas, je pense pas que ce sera un client vraiment pour les premiers rôles. On a De Marquis qui retrouve un semblant de jambe, mais c'est pareil, c'est pas non plus une assurance pour réaliser un grand résultat. Peut-être des clients pour aller dans les échappées et pourquoi pas espérer quelque chose, mais je pense que on va attendre, à mon avis, gentiment la fin de la saison et essayer de se remobiliser pour l'an prochain. Ouais, puis on va aussi regarder s'il y a des clauses dans les contrats qui permettent, pourquoi pas, de partir en cas de descente en Pro Team, comme on a pu l'entendre pour Fuglsang notamment. Cyprien, est-ce que Vingegaard peut gagner le Tour de Lombardie? Mais en tout cas, il nous a rassuré sur le Tour de Croatie. La forme, il l'a et l'explosivité, il l'a, puisqu'il gagne quand même 2 étapes, même si c'était des sprints particuliers au sprint. Maintenant, on l'a jamais vu trop briller sur des courses d'un jour. Pour l'instant, il a gagné la Drôme Classique en début de saison, mais c'est quand même pas l'équivalent du Lombardie. Et sur les grandes classiques qu'il a faites jusqu'ici, on l'a jamais vu aux avant-postes. Donc, il manque un petit peu de garantie dans ce domaine. Il a participé 2 fois au Lombardie, il fait 14e l'année dernière, mais un petit peu dans l'anonymat. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura un peu plus de fraîcheur parce qu'il a que 6 jours de course depuis fin juillet. Mais on peut pas dire que c'est le favori numéro 1. Il arrive un peu plus comme un outsider. Il n'est pas l'égal de Pogacar. Je vais passer rapidement sur Lotto Soudal parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Greg, quelles ambitions pour Valverde? Parce que c'est aussi une question qu'on nous a posée en début d'émission. Bah, je pense que Valverde, sur une course d'un jour un peu punchy, où ça grimpe aussi un peu, je pense que son ambition, c'est d'essayer de gagner la course. Maintenant, bah, il y a le poids des ans, il y a quand même, malgré tout, le déclin qu'il a rattrapé. Donc, à mon avis, je pense que dans sa tête, il va partir pour essayer de ferrailler avec les meilleurs et pourquoi pas remporter la course. Maintenant, il y aura la vérité du terrain. Et peut-être qu'il devra revoir, même si c'est son dernier jour de course, il devra revoir peut-être ses ambitions à la baisse. Maintenant, je suis pas certain qu'on puisse voir, par exemple, Valverde sur une course d'un jour aller jouer le rôle d'équipier pour Enric Mas, par exemple, et tenter de l'aider de gagner. Je pense que au mieux, je pense qu'il y aurait Valverde et Mas sur un pied d'égalité et chacun essaierait de jouer sa carte perso, mais je vois mal Valverde se sacrifier pour Mas au moins sur une course d'un jour. Sur une course par étape, ça aurait été différent, mais là, mais ouais, je pense qu'il va vouloir gagner la course, mais qu'il n'en aura pas nécessairement les moyens, mais en tout cas un résultat honorable pour une sortie sera largement envisageable, au moins un top 10, je pense, sera largement dans ses cordes. Oui, tout à fait. Je pense aussi que Mas est le vrai leader chez Movistar. Cyprien, une question concernant Julian Alaphilippe. Bah, est-ce qu'il y a de réelles ambitions pour Alaphilippe déjà au départ de la course? On a vu lors des mondiaux qu'il n'était pas forcément en jambes. Est-ce que tu penses que là, il a pu retrouver le chemin de la forme ou qu'il vient juste pour terminer la saison? Je sais pas, il a fait le Tour d'Émilie la semaine dernière et il était dans le coup jusqu'à 2-3 tours de l'arrivée, mais après il a franchement explosé. Ça m'étonnerait qu'en une semaine il se soit rebâti une forme correcte, donc j'y crois pas trop. Je pense que pour maintenant cette saison elle est à oublier pour lui et il faut passer à autre chose maintenant. Donc pour Quick-Step, on a un Badgioli qui, je pense, doit prendre cette course en tant que leader pour apprendre pour la suite. Il a fait
une belle fin de saison, 8e au Piémontais hier, et puis 3e à Montréal. Donc il a l'endurance pour des parcours assez longs, assez usants. Euh, Faudrait, je pense, plutôt miser sur lui, mais tout en sachant qu'on n'ira pas chercher la victoire. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Greg, pour aller un peu vite, parce que Arkea, bon, il n'y a pas grand-chose. Bike Exchange non plus, parce que Simon Yates est forfait. Romain Bardet, on nous en a parlé en début d'émission également. Et tiens, je salue Samuel qui nous rejoint. Qu'est-ce qu'il peut viser, Romain Bardet? Est-ce qu'il peut faire mieux qu'un top 5 sur ce genre de course? Bah, il peut peut-être éventuellement viser mieux qu'un top 5. Maintenant, c'est vrai que son résultat dépendra forcément de sa manière de courir et faudra forcément qu'il essaye d'anticiper ou en tout cas de s'isoler de certains leaders qui pourront l'aligner avec un meilleur finish. Donc ce sera et puis après il faudra voir aussi dans quel état de forme précis il est, parce que ses dernières sorties sont pas dégueulasses du tout, mais pas non plus extraordinaires. Donc c'est compliqué de savoir s'il aura les jambes aussi, en tout cas s'il aura les meilleures jambes de sa saison demain. Mais je pense que dans l'idée, il va essayer de réaliser le meilleur résultat possible et qu'il sera un client pour essayer d'être dans le top 5. Mais est-ce que ça restera possible? Ça, c'est encore une autre chose. Et dans tous les cas, je pense que ce sera un client top 5, top 10. Mais à voir ouais, s'il tiendra vraiment la distance et s'il est vraiment en très grande forme, ce qui n'est pas tout à fait certain. Ouais, alors pour finir, Cyprien, puis avant nos pronos, puis donnez-nous vous aussi vos pronos sur le chat pour le podium. La Trek Segafredo, la formation d'un ancien vainqueur, Bokeh Mollema, qui sera accompagné de Chicone. Chicone, on parlait de mec sur courant alternatif. Il fait un peu partie de cette catégorie, je trouve, et c'est pas évident de savoir dans quel état de forme lui aussi il sera au départ de la course. Ouais, et puis on le sent pas forcément. Enfin, j'ai pas souvenir de lui marcher sur une course d'un jour. C'est un peu plus. Pour moi, je le range vraiment dans la catégorie des chasseurs d'étapes sur le Giro, et malheureusement, ça va pas beaucoup plus loin. Ouais, je pense que c'est Mollema qui doit être la meilleure carte pour Trek, qui est toujours régulier sur ses courses d'un jour. Il fait encore 4 de San Sébastien cette année, quelques places récemment, notamment sur les 3 vallées varésines. Donc, bon, il sera là, je pense. Mollema, c'est régulier, ça marche, il n'y aura pas de souci. Ouais, alors pour finir, les gars, si vous le voulez bien, moi qui ai des noms que j'ai pas notés et que vous voulez évoquer. Euh, Juste j'ai noté. peut-être Arkea éventuellement qu'on a zappé vite fait, peut-être parler de Warren Barguil qui assure souvent des résultats, même en second rideau, mais je pense qu'il sera là entre 10 et 15e éventuellement, et aussi Kevin Vauquelin qui pourra éventuellement se tester sur un parcours bien compliqué et voir ce qu'il peut donner en gros 4x4 qu'il est. Ouais, Cyprien, tu voulais rajouter quelque chose aussi, je crois. Ouais, du côté de Total, on aura Pierre Latour qui a fait 4e cette semaine au Trois-Vallées Varesines, donc il sera dans un état de forme correct, qui peut aller chercher pourquoi pas un accessite. Malheureusement, on n'aura pas Alexis Vuillermo, ce qui est un peu dommage parce qu'il fait une belle saison. Et on oublie qu'il a fait 4e d'un Lombardie il y a quelques années, donc c'est un peu dommage. Et puis un nom qu'on n'a pas cité, c'est Lorenzo Fortunato aussi pour Eolo Cometa, qui pareil fait 6e au Tour d'Émilie, qui a un état de forme correct, qui n'a jamais fait de course aussi longue, ce sera sa plus longue, mais qui peut aller chercher quelque chose. Il avait fait 15e l'année dernière, donc un nom à cocher. Ouais, alors pour une fois, c'est moi qui vais commencer pour le podium, comme ça vous laisse un peu quelques secondes de réflexion. Pour le petit prono de la fin de saison, moi je vais donner Pogačar en vainqueur, devant Vingegaard et Enric Mas. Ce serait mon podium pour cette dernière grande classique de la saison 2022. Donc je ne sais pas qui veut enchaîner, les gars, Greg ou Cyprien, au choix. Euh, Greg, si tu as ton podium, je te laisse y aller. Bah, j'ai pas mon podium, mais je vais tenter. Non, c'est vrai que j'ai envie de dire, ouais, une petite revanche de Pogačar par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine. On va dire Pogačar devant Enric Mas.
après un joli duel et je vais tenter Vingegaard troisième, même si je suis pas forcément convaincu. Et toi, Cyprien? Je vais donner Pogacar aussi, il semble vraiment être la meilleure carte, devant Vlasov, même si c'est un peu moins bien ces derniers jours. Et puis pour le troisième, c'est un peu plus compliqué, on va dire Romain Bardet, allez, on va y croire. Ouais, pourquoi pas. Alors, Stradri nous dit, je sens bien Valverde, pardon. Fricadel, Pogacar, Mas et Valverde. Samuel nous donne Pogacar, Valverde et Vingegaard. Et Stéréo, Pogacar, Mas et Bardet. Donc pas mal de noms. De toute façon, la course est ouverte, hein. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on vous a dit toute la semaine. Il n'y a pas de grands favoris qui se dégagent. Donc on verra bien ce que ça donne. On verra si on fait une émission demain soir ou pas. Ça dépendra des disponibilités de chacun. Enfin, on verra. On réfléchira à la question. On vous tiendra au courant. En tout cas, sur le Discord, je vais vous remettre le lien du salon. Tac. Comme ça, vous pouvez, au cas où, rejoindre et être au courant des différents lives. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je vais pouvoir vous souhaiter à tous une excellente après-midi. Puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao! Salut tout le monde. Bon après-midi, salut.